Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Station E. Plus d'informations au cours de la vidéo. Salut les amis! L'an dernier, j'avais timidement remis un pied dans le monde du deux roues avec mon scooter. Cette année, un essai m'a fait reprendre le casque plus intensivement. Et ce n'a pas été de tout repos, vous allez le voir. Bon, revenons un peu sur le contexte. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le bilan de 5 ans de Maggie, j'ai décidé d'allouer une part de mon budget à un second véhicule. Pas facile avec mes critères. Il ne s'agissait pas en effet d'un véhicule absolument nécessaire, mais il devait tout de même avoir son utilité. En premier lieu, il devait me servir de backup en cas d'indisponibilité de notre Tesla. Panne, entretien ou même, touchons du bois pour que cela n'arrive pas, accident, Tesla n'est pas réputé pour la rapidité de ses réparations. Pour cet usage, j'avais jusqu'à présent Snoopy, mon scooter EasyWatts e-Trax. Suffisant pour rester dans un périmètre proche, il a pourtant deux limitations pour mon travail. Son autonomie limitée à 120 km environ et avec une charge lente, très lente. Et sa vitesse de pointe de 110 km/h, enfin plutôt 95 passé la mi-charge de la batterie, ce qui n'est pas très sécurisant sur autoroute ou voie rapide. J'ai donc déterminé un budget mensuel que je voulais nettement plus réduit que celui que j'avais alloué à l'époque à ma Tesla. Et oui, youtubeur, ça paye moins bien que vendeur automobile, et les banques sont nettement moins cool avec les entrepreneurs. Je me suis donc fixé un budget de 300 à 400 € par mois pour l'achat. N'ayant pas d'autres crédits en cours, c'était cohérent avec mon budget. Bon. Se déplacer, c'est bien, mais je voulais aussi le faire de manière fun. Avec mon budget mensuel, en extrapolant le capital que je pouvais emprunter, je disposais de 10 à 20 000 € en fonction de la durée du crédit. Dans les voitures, j'avais la Dacia Spring. Trop petite, trop peu d'autonomie et puis pas fun du tout. La Zoé 40 en occasion, la neuve en 50 avec une LLD, mais bon, pas très fun non plus. À 20 000 €, je trouvais juste quelques i3 ou des e-Golf qui étaient plutôt limites dans leurs prestations et pas vraiment à mon goût. Pas un seul Kona ou e-Niro 64 kWh à l'horizon qui m'aurait peut-être fait acheter une voiture. Restaient les motos. Danielle, mon épouse et moi avons le permis A, donc permis moto toute cylindrée. Je n'étais donc pas limité dans mon choix. Pour des raisons de prix, je suis d'abord allé voir les équivalents 125. 0S, Alrendo TS Bravo et quelques autres machines ont attiré mon attention, mais elles avaient toutes l'une ou l'autre des limitations qui me gênaient. La 0S était très proche d'une occasion récente en SRF ou SRS, l'Alrendo avait une bonne autonomie, mais une charge limitée, etc., etc. Pour autant, j'ai pas abandonné ces machines parce que je vais aller les essayer et je vous en ferai un retour d'expérience dans les prochains mois. Sont restés en lice 2 marques et 3 motos. Les Zero Motorcycle SRF et SRS pour la proximité du concessionnaire, la courroie de transmission qui ne demande pas d'entretien et un prix plus contenu que mon deuxième choix, l'Energica SC Nove Plus. Cette italienne a bien des atouts dans sa manche, mais aussi un inconvénient de taille, son prix. À plus de 27 000 € le morceau, hors options et accessoires, elle était largement hors de ma portée financière. Je suis donc allé essayer la Zero chez Kitmoto à Strasbourg. Merci d'ailleurs à Tanguy de m'avoir confié la machine. 30 minutes en selle et j'étais complètement bluffé. Agréable à conduire même avec une position en selle très axée sport, jambes repliées et en appui sur le guidon, je me suis franchement amusé. Pourtant, pour faire de la route, je savais que ça allait être un problème. La Zero SRS, version carénée de la même machine, a une position plus droite et plus GT qui me convenait mieux. Mais là encore, le prix était un peu élevé. En me tournant vers les occasions récentes, j'ai trouvé pas mal de machines avec très peu de kilomètres, aussi bien en SRF que en SRS, mais aussi des Energica. Et là, l'une d'entre elles a attiré mon regard. Vendue par Tendance Roadster à Levallois-Perret, tout près de Paris, elle était de 2020 avec 4400 km. J'ai donc pris rendez-vous avec Guillaume, le patron, pour l'essayer. L'essai a confirmé une position de conduite plus conforme à mes besoins que la Zero, mais aussi la présence de tout ce dont j'allais avoir besoin pour utiliser ma machine au quotidien en remplacement de Maggie, ce qui était, je vous le rappelle, le but recherché au départ. L'affaire fut faite et la semaine suivante, je prenais le TGV pour Marne-la-Vallée afin d'acheter ma moto.
Mais avant de vous raconter ce retour douloureux, je vais vous présenter la bête. Mini, ben oui, on a été la chercher à Disney, donc Mini est une Energica EC Nove Plus de 2020. Energica est un constructeur italien basé à Modène, dont l'origine remonte à la sous-traitance de pièces pour les grands constructeurs auto et moto locaux. Donc pas des constructeurs grand public, hein. La sportivité et la vitesse coulent dans leurs veines. Bureau d'études et atelier d'usinage de pointe étaient le cœur du groupe CRC qui a créé Energica en 2014. Au départ, le constructeur se concentre sur des motos de compétition pour la Moto E, dont ils sont le fournisseur exclusif. La gamme routière arrive ensuite avec les Eva et Ego. Toutes les deux conçues autour d'un cadre tubulaire et une partie cycle faisant la part belle aux composants italiens de caractère, Brembo en tête, les deux machines sont équipées de batteries lithium-ion de 13,4 kWh, mais surtout d'un moteur synchrone à aimant permanent à refroidissement liquide, garantissant des performances exceptionnelles sur la durée. En 2019 apparaît l'Eva EC Nove, du nom de la Strada Stradale Nove Emilia, route mythique du nord de l'Italie traversant la région de Modène, ou SS9 en bon français. La nouvelle machine a un phare rond plus classique que le bec des Eva, un guidon plus haut et une selle plus typée confort. Elle est dotée d'un moteur de 80 kW et 180 Nm de couple. Lourde, plus de 275 kg à l'époque, elle n'égalait pas les autonomies des Zero Motorcycle. En 2020, Energica a donc décidé de combler son retard avec une batterie de 21,8 kWh nominaux, soit un peu moins de 19 kWh efficace, avec un couple moteur amélioré à 200 Nm. L'autonomie a augmenté substantiellement, et le poids a été réduit d'une quinzaine de kilos. Oui, vous avez bien entendu. La nouvelle batterie a une meilleure capacité, mais elle est plus légère. Et comment cela est-il possible? Je n'ai pas de réponse ferme à fournir à ce jour, Energica restant très secret sur sa technologie. Avec toutes mes recherches, j'ai pu pourtant réunir quelques informations sûres. Premièrement, les cellules continuent à faire confiance à une chimie nickel-manganèse-cobalt pour la densité énergétique. Cela explique que le constructeur conseille de rester dans des plages de charge de 20 à 80% au quotidien pour une meilleure durée de vie. Deuxièmement, l'électrolyte polymère est toujours de la partie, comme chez Zero ou chez Kia par exemple. Plus sécurisé que les cellules à électrolyte liquide, les batteries ainsi construites sont plus sûres pour une moto, en cas de chute par exemple. La batterie a en effet peu de chances de laisser échapper un liquide polluant ou inflammable. Pour ce qui est de la forme des cellules, Energica continue à faire confiance à des formats poche pour leur nouvelle batterie, contrairement à des rumeurs qui laissaient entendre un passage au cylindrique. C'est Giampiero Testoni, concepteur chez Energica, qui l'a confirmé lors de la présentation du nouveau pack, sans toutefois préciser quel est son fournisseur. Certains pensent qu'il s'agit de Farasis, fournisseur attitré de Zero Motorcycle. À confirmer toutefois. Toujours est-il que cette batterie permet aujourd'hui une autonomie de 150 à 250 km en conduite normale et plus de 300 km en ville. C'est déjà bien, mais ce qui est surtout intéressant sur les Energica, c'est la possibilité de charger en combo CCS, donc en courant continu. La machine peut charger jusqu'à 75 A sous 300 volts, soit 22 kW. Dans les faits, beaucoup de bornes 25 ou 50 kW sont limitées à 60 A et donc limitent la charge à 19 kW. C'est toutefois déjà très bien en comparaison des Zero qui se contentent de 6 kW pour les chargeurs les plus rapides intégrés ou de 12 avec un charge-tank optionnel. Le tout en courant alternatif. L'Energica dispose aussi d'un chargeur intégré mais de seulement 3 kW, utilisable en monophasé, soit avec un adaptateur secteur, soit avec une prise T2. Cela reste soit une solution de recharge au quotidien, soit un dépannage en cas d'absence de borne rapide. En 2022, Energica a dévoilé un nouveau moteur à réluctance variable, permettant d'améliorer l'autonomie tout en baissant le poids de 10 kg. Mais ma machine n'en est pas équipée. Aucune évolution en performance n'est à noter pour ce nouveau moteur, mais le 0 à 100 en 3 secondes suffit largement au bonheur de pas mal d'usagers. Au rayon des options et accessoires, Mini a été bardée d'équipements par tendance roadster. Tout d'abord, elle dispose d'un garde-boue et de protection de chaîne en carbone. Moi qui suis pas trop carbone d'habitude, je trouve que ça lui va plutôt bien. Elle a un pare-boue supplémentaire au niveau de la fixation de plaque pour éviter les remontées de projection et un saut de vent basique. Ce dernier ne protège d'ailleurs pas des masses et je vais donc probablement le changer, vu que mon usage sera du long cours. Le réservoir s'orne d'une sacoche grand volume que je n'utiliserai que pour les grands road trips. Au quotidien, c'est plutôt vers l'arrière de la moto qu'il faut regarder pour les bagages.
Tendance Roadster a fait réaliser un porte-paquet super pratique qui n'existait pas dans la gamme Energica. Et pourtant, il y en avait vraiment bien besoin. Je vous mets le lien en description. Contrairement à une Zero qui a un rangement dans le réservoir, l'Energica manque cruellement d'emplacement pour ranger ne serait-ce que le câble de recharge. Ce porte-paquet permet de monter un top case, ce que je me suis empressé de faire puisque j'en avais encore un en rab. La version du porte-paquet que j'ai choisi a également 2 fixations rapides latérales permettant d'installer toutes sortes de sacoches. Le système de fixation rapide verrouillable que propose Tendance Roadster est adaptable à presque toutes les sacoches. J'ai pour ma part choisi des sacoches souples qui me serviront bien et surtout qui s'accordent bien avec l'esthétique de la moto. Personnellement, après mon road trip de retour et l'usage que je fais de ma moto depuis, je suis ravi de ces éléments et du côté pratique que cela ajoute à ma moto. Cela valait bien l'investissement et je suis content d'avoir un accessoire plug and play plutôt que d'avoir à bricoler un truc. Le budget s'est finalement élevé à un peu plus de 19 000 €, tout compris, ce qui correspondait parfaitement à mes moyens. Donc, le 22 juillet 2022, nous nous sommes levés très tôt pour être à Strasbourg peu avant 6 h du matin afin que je puisse attraper mon train vers Disneyland Paris. Guillaume n'a pas beaucoup dormi non plus, car il a eu la gentillesse de m'apporter ma moto sur plateau, m'évitant ainsi la traversée de Paris d'est en ouest par le périphérique. C'est donc vers 8 h 30 que nous nous sommes finalement retrouvés pour finaliser les derniers papiers devant chez Mickey. À 9 h, c'était le moment de prendre la route et d'affronter le trajet de 430 km qui m'attendait. J'avais certes déjà essayé la moto la semaine précédente, mais les conditions étaient différentes ici. J'étais seul et j'entamais un grand trajet avec une machine que je ne connaissais pas. J'avoue que la première chose qui m'a frappé, c'était le poids. Au ralenti ou en manœuvre, la moto est lourde, très lourde. La présence d'une marche arrière électrique ainsi que d'une fonction limitant la vitesse en manœuvre est super agréable sur l'Energica et à mon sens essentielle. Cela évite une accélération brutale intempestive, surtout si on ne connaît pas encore la machine. Pourtant, dès qu'on roule un peu, l'Energica s'allège. Elle devient plus vive et plus maniable. Certes, elle n'est pas aussi joueuse qu'une Zero SRF, mais elle ne démérite pas pour autant. Niveau suspension, ma moto est juste bien réglée. Le compromis fermeté-confort est parfait et elle absorbe bien les aspérités. Suite à des critiques faites à ce sujet par d'autres personnes ayant essayé la SS9, je pense que la mienne a été réglée ainsi. Les suspensions sont en effet totalement configurables, même si en général, moi je n'y touche pas. J'estime ne pas avoir assez d'expérience pour jouer avec ça. Comme disait un ami militaire, matériel inconnu touche à ton cul. D'ailleurs, si vous voulez voir un essai fait par un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui avait justement retouché les réglages de la suspension, je vous mets en description une vidéo de 2020 par Moto Service. Je suspecte d'ailleurs que les réglages actuels de ma moto sont celui qu'avait fait cet essayeur puisque c'était bien ma machine qui avait servi pour cette vidéo. Toujours au rayon des premières impressions, le bruit. On pourrait penser qu'une moto électrique c'est silencieux, mais l'Energica c'est loin d'être le cas. Lorsqu'on applique une accélération un peu appuyée, le bruit n'est pas sans rappeler une sirène, ce qui doit avoir une certaine influence sur l'attention que vous générez en passant. Certains aiment, d'autres non. Personnellement, si le bruit avait été un tout petit peu plus discret, je n'aurais pas dit non, mais cela reste acceptable. Pour la première partie du trajet, j'avais mis la moto en mode éco. Là réside l'un des énormes avantages de cette machine par rapport à mon ancienne thermique. Les cartographies possibles sont parfaitement adaptées à différents usages. Eco et Rain sont des modes très doux, tandis qu'Urban est largement suffisant pour toutes les situations. Le mode sport permet quant à lui d'entrer dans un monde à part qui fait pousser des cris à certains essayeurs, et à juste titre. N'est-ce pas Maxime ? Je peux pas m'empêcher de brailler à chaque fois que j'accélère avec ce genre d'engin. N'ayant pas roulé depuis longtemps, je me suis limité au mode éco et urban pour la route. Autre réglage possible, la régénération au ralentissement. Comme une voiture électrique, la SS9 permet de récupérer une partie de l'énergie au freinage et donc d'avoir un frein moteur important. J'ai donc essayé un peu tous les modes et une grande part de mon trajet du retour a été effectué avec le réglage Light, qui est le plus faible taux de régénération. En montant plus haut, j'avais l'impression de freiner à chaque coupure de gaz. La conduite était hachée. Même encore aujourd'hui, je reste en médium au maximum pour garder une certaine fluidité à ma conduite. Enfin, dernier réglage possible, le traction control. Personnellement, je ne suis pas adepte des dérapages et autres burn-out. J'ai donc réglé le bousin au niveau 4/6 et activé l'ABS actif en virage. Là au moins, j'étais sûr
qu'il allait rien m'arriver. Avec l'habitude, le passage au niveau 1 ou 2 permet de disposer d'une plus grande réactivité et d'un comportement plus sportif. Mais attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Finalement, le grand intérêt de ce type de machine est que l'on peut limiter ses capacités à ce que le pilote est capable de faire ou à des conditions de circulation spécifiques. Si j'aime bien le mode sport dans la circulation pour avoir une forte réactivité et me dégager d'une situation scabreuse, pour la balade, le mode urban avec la régénération en light sont un réel bonheur pour une conduite coolée. Parlons maintenant du trajet. J'ai fait pas mal de villes au départ, puis un peu de route pour arriver à Châlons-en-Champagne, à la borne rapide du Lidl, comme prévu par mon itinéraire. Car oui, bien préparer sa route est essentiel pour ne pas se retrouver en rade. J'ai donc prévu 2 arrêts importants avec charge, Châlons-en-Champagne et Nancy-Lac-Sous. Ces 2 spots disposaient de bornes CCS, mais aussi de plans B ou C en cas de problème, avec des concessionnaires auto qui avaient aussi des bornes CCS. Un 3e spot était prévu à Bar-le-Duc, mais avec une borne unique. C'était un petit peu ceinture et bretelle. Voyons maintenant comment s'est passé le premier arrêt. On est 138 km plus tard, la moto est là, toujours entière, et la borne est libre. Hop, le combo CCS. C'est un grand moment, hein. Moi je vous le dis, c'est un grand moment. Établissement de la communication avec la voiture. Vache, j'espère que ça va marcher parce que là je commence à stresser. Voilà, on est arrivé à 29% de charge et ça charge. C'est parti, c'est génial, ça marche. 30 minutes plus tard, j'étais à 90% de charge, soit un niveau suffisant pour mon étape suivante. La charge m'a coûté 3,03 €. J'aurais pu aller directement sur Nancy, mais comme je vous l'ai dit, je suis allé à Bar-le-Duc où la borne du Leclerc était indiquée comme libre. Ou pas. Alors, vous entendez que ça ventile, et puis vous voyez que j'ai sorti mon câble, parce que je suis allé me brancher sur une petite borne 3 kW, pour la bonne et simple raison que la borne à Leclerc est utilisée. Et donc, le gars, il a le combo CCS, et il n'y a qu'une seule prise, donc voilà. Donc, ce qui fait que moi, je suis embêté pour charger, mais bon, à la limite, voilà, j'ai 100 km jusqu'à Nancy, et voilà, je suis à 60% de charge, et elle me dit une autonomie de 163. Alors, j'ai décidé quand même de me brancher sur la 3 kW juste pour le fun, et puis surtout pour pouvoir m'arrêter un peu, parce que je vous avouerai franchement que c'est pas la moto qui commence à faiblir, c'est le bonhomme. Et tiens, tant qu'à faire, je vous montre. Là, le ventilateur tourne cette fois-ci. Par rapport à tout à l'heure, où il tournait pas, là c'est le chargeur de la moto qui fait le boulot. Allez, je redécolle normalement dans une demi-heure. Il est 13h30. Et je devrais redécoller normalement, allez, 14h je décolle. Je suis donc reparti après avoir chargé 0,8 kWh pour 65 centimes. Ouais, pas vraiment rentable cette histoire. Bref, j'ai repris la route avec les fessiers de plus en plus douloureux, mais aussi les hanches et les genoux un peu sensibles. J'ai fait confiance à Waze pour cette partie du trajet qui n'en finissait pas. Je trouvais bien que l'algorithme me faisait passer dans des endroits bien isolés, et le passage à travers les hameaux, voire dans les cours de ferme, était plutôt étrange. Au final, j'ai contrôlé ma configuration et je me suis rendu compte que j'avais interdit les autoroutes et voies rapides. Je vous laisse imaginer avec quel soulagement je me suis installé au Burger King, en profitant de la borne de recharge, mais aussi du restaurant pour pouvoir manger quelque chose et boire un truc frais. Bon, alors là je l'ai joué en traître. J'ai vraiment joué en traître parce que je suis arrivé à Lac-Sous. J'étais trop impatient parce que je suis arrivé dans le rouge avec 35 km d'autonomie et voilà. Donc elle charge tranquillement à 49 ampères. Donc elle est un peu léger niveau puissance. Mais apparemment ça charge. Ouais, il me dit 39 minutes jusqu'à 80%, sachant que je vais sûrement monter à un peu plus que ça. Je vais voir la distance qui me reste jusqu'à la maison.
Mais voilà, je pense que j'en ai pour 45 minutes, 50 minutes. Voilà. Mais en tout cas, je suis content, je suis à Laxou. Ça s'est super bien passé, le trajet s'est très bien passé, la moto est très puissante et je ne l'ai pas encore mis en mode sport. Donc voilà, je pense qu'on va bientôt s'amuser encore. Finalement, j'y suis resté 1h12 pour une charge à 99% que je n'aurais pas eu besoin. J'ai payé 7,70 € pour 14,8 kWh chargés. Je suis en effet resté le plus longtemps possible car mon ami Jad Bensouda et sa famille étaient venus voir la bête pour discuter un peu. Merci d'ailleurs d'être venu, c'était super sympa. Et venant d'un ancien motard comme toi et d'un ancien garagiste moto, eh ben franchement j'ai apprécié. Restait à finir le trajet et pour ça, j'ai pris la voie rapide jusqu'à Sarrebourg avant de bifurquer dans l'école autour de Dabo pour finir mon trajet en beauté. Au final, je suis arrivé à presque 19 h à la maison, mais avec un arrêt supplémentaire chez mon ami Ludovic pour boire un truc frais et récupérer un peu. Eh oui, quand je vous disais retour douloureux, c'était vraiment un retour douloureux. Ces 10 heures de route auraient pu être réduites à moins de 8 sans mes arrêts hors charge. J'aurais pu encore gagner un peu de temps en évitant Bar-le-Duc, ce qui était, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, totalement jouable. Ce que l'on peut regretter sur un tel trajet, c'est l'absence d'offres de recharge rapide dans certaines zones qui rendraient la vie bien plus simple aux électromobilistes, qu'ils soient à 2 ou à 4 roues. Et là, on est parfaitement dans le créneau du nouveau partenaire de la chaîne, Station E. Actuellement, les réseaux de recharge à courant continu type CCS se concentrent sur les autoroutes. C'est bien pour les trajets, mais pas pour la vie qui va autour. En tant que motard, par exemple, j'évite l'autoroute en général. Avoir des stations au pied des cols vosgiens, comme au Pierre et Vacances à Eguisheim, était une réelle bénédiction. Les bornes de Station E sont tri-standards. Type 2 en 22 kW en courant alternatif, ce qui ravira la majorité des motos électriques comme les zéros, il est possible de charger en simultané en courant continu, soit avec une prise CCS, soit sur un connecteur CHAdeMO en 25 kW pour cette borne précise. En fait, cela permet de recharger l'ensemble des véhicules en circulation aujourd'hui sur une seule et même borne. Avec un prix au kilowattheure raisonnable, un arrêt à ces bornes répond aux besoins du quotidien, mais aussi de nos activités ponctuelles. Restaurateurs, gestionnaires d'installations sportives ou commerçants dans tous les domaines, vous avez le potentiel d'attirer des clients grâce à Station E. N'hésitez pas à les contacter pour découvrir comment ils peuvent vous aider à développer votre commerce sans souci et sans investissement. Ils sont actuellement en phase de très gros développement. Pour les utilisateurs, la carte Station E permet de bénéficier d'un réseau qui s'étend rapidement, mais aussi de beaucoup de réseaux partenaires à des tarifs d'itinérance contenus. Et la carte est gratuite. Commandez votre carte sur le shop Station E, dont le lien est en description. Les abonnés qui utilisent le code promo TheChoucroute22 auront droit à 50% de remise sur les premières recharges sur le réseau Station E jusqu'à hauteur de 50 kWh. Le code est valable jusqu'au 30 septembre 2022 lors de l'activation de votre carte, donc ne tardez pas à la commander. Il me reste à conclure cette vidéo. Alors oui, le retour a fait mal. Mal aux fesses, mal aux jambes. Je suis arrivé crevé, en sueur, mais heureux. Avec un motard expérimenté au guidon, Mini aurait fait un trajet bien plus rapide que ce que j'ai pu réaliser. Pourtant, rentrer de Paris pour un peu moins de 11 € est une performance qui n'est pas à négliger. Et bien que le réseau actuel soit encore trop peu étoffé, j'ai bon espoir de pouvoir naviguer à travers l'Europe sans souci très bientôt et pour des prix très raisonnables. On pourrait aussi se demander si la moto, ce n'est pas bien fade en électrique. En fait, je fais le même constat qu'avec la voiture. Plus fun, plus facile, la conduite d'une moto électrique est bien plus agréable que mon ancienne thermique. Plus d'à-coups, plus de passage de vitesse, d'odeur nauséabonde de carburant ou d'échappement, plus de bourdonnement dans les oreilles après une sortie en montagne. Et plus de remontées de chaleur en plein été qui vous font cuire les cuisses. Certes, l'autonomie est plus réduite que les motos thermiques, mais elle est en phase avec l'usage réel qu'on fait de nos machines. Pendant ce trajet du retour, j'ai fait des arrêts tous les 75-80 km pour soulager mes douleurs. Et dans mon souvenir, même à l'époque où je roulais beaucoup, je faisais des arrêts toutes les heures environ. Si on dispose de spots de recharge à ce moment, nul doute qu'une moto électrique pourra aller aussi loin qu'une thermique, presque sans perdre de temps. Dans les semaines et les mois à venir, Mini va me permettre de faire pas mal de trajets, mais aussi de participer à certaines aventures auxquelles je vous convierai dans des vidéos.
Elle va également subir 2 ou 3 petites modifications et j'en profiterai pour vous présenter des produits et accessoires que j'ai choisis pour elle. Vous verrez que certains petits accessoires totalement anodins peuvent avoir une importance essentielle pour éviter la chute. Une récente expérience me l'a démontré de la plus crue des manières, au sol, sous ma moto. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!